Bonsoir à tous, bienvenue sur Watch et sur Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux de 22h à 23h les amis, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission. Je suis Mathieu, votre hôte et présentateur, et je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon ami Jason. Salut Mathieu, ça va? Ça va, et toi? Oui, t'as passé un bon week-end? Eh ben écoute, studieux. Voilà, préparer l'émission, faire un peu de tournage pour rester connecté, notre petite chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre chaîne, on en profite, c'était le petit espace publicitaire. Et puis voilà, et puis aussi contacter nos amis. Et d'ailleurs, notre ami, j'ai envie de dire, Quentin, tu nous as beaucoup manqué. Je m'en veux parce que je ne l'ai pas souvent dit dans les émissions précédentes où tu étais absent, je ne l'ai pas suffisamment dit, mais on est ravis de te retrouver. Raconte-nous en deux mots cette absence, pourquoi? Eh ben déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission, ça me fait super plaisir d'être là en tout cas. Ouais, ces derniers temps, il y a beaucoup de travail, vous le savez, il y a énormément de sorties, surtout au mois d'octobre, mois de novembre, et en plus de ça, j'ai fait pas mal d'allers-retours dans des pays, à Amsterdam, à Milan, à Los Angeles, etc. Donc j'ai pas mal voyagé pour faire des belles vidéos, et puis pour découvrir des beaux produits, dont un qu'on va parler ce soir, je crois. Exactement, d'ailleurs vous pourrez retrouver prochainement la vidéo de Quentin, comment faire le tour du monde en 72 heures, et elle arrive très vite. Et puis en tout cas, tu sais très bien, tu fais partie de la famille, donc on est ravis de te retrouver pour l'émission, tu nous as manqué, je tenais à te le dire. Et je suis ravi de recevoir pour une première Emmanuel Delors. Alors il disait en off que peu de gens l'appellent comme ça, il est très connu dans le monde de l'internet sous le nom de Langue de Geek. Donc salut Manu, ravi, on va dire Manu, c'est ça pour ce soir? Ouais, pas de souci Manu, pas de souci. Voilà, donc du coup on est ravi de te retrouver ici pour cette première sur Andromag, merci d'avoir accepté l'invitation. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? Déjà, merci de m'avoir invité parce que moi, le YouTube Game, tu vois, ça a 1 an et demi où je vous regardais, j'ai envie de dire à la télé, que ce soit sur YouTube ou sur grand écran, que ce soit Vito, que ce soit toi ou que ce soit beaucoup de personnes. Et puis aujourd'hui, je suis ravi d'y participer et puis d'y être invité comme toi, qui me contacte du jour au lendemain sur Twitter pour venir dans une émission comme ça avec des chroniqueurs. Donc même si je suis souvent affilié uniquement à la crypto-monnaie, qui a été l'une des spécialités sur laquelle est partie la chaîne, mon métier comme ma passion, ça reste la tech. Je suis très passionné de smartphones et de hardware, donc et je pense qu'on est du bon côté de la balance dans cette émission, côté Android et pas trop de la pomme, et ça me plaît d'autant plus. Un invité qui me plaît déjà beaucoup, parce que ces derniers temps là, il y avait du iPhone en veux-tu en voilà. Je suis très heureux donc de t'avoir parmi nous. Et bien entendu, l'invité, le 5e homme de cette émission, c'est vous, sur Twitter, et je tiens à saluer déjà notre ami Didier Méance qui est là, qui nous salue, qui est toujours présent pour nous soutenir. D'ailleurs, son site Bbox Actu relayait les émissions de Watch. Ça fait maintenant 1 an malheureusement que son site Bbox Actu est parti. Voilà, il a dû arrêter. Et puis écoutez, il a l'air de s'en porter pas trop mal. Donc je voulais lui faire cette petite dédicace. Et il nous dit déjà par Twitter traditionnel. Une boisson, on va dire, une boisson pas alcoolisée, mais j'ai envie de dire une boisson qu'on connaît bien, zéro, avec glaçon, prêt, TV allumée sur la chaîne. Donc lui, il est sur la 222, donc j'imagine qu'il est sur la Orange ou la Bbox de Bouygues, j'ai un doute. Et il est fin prêt à suivre le nouveau numéro d'Andromag. Et on va aussi saluer Daniel San qui dit en retard pour Andromag, mais non, tu arrives au bon moment puisqu'on va bientôt passer au sommaire, Jason, au menu. Qu'est-ce qui se passe sur la planète Android? Du coup, on va revenir sur l'actu. Ouais, on va revenir sur l'actu comme dans les émissions précédentes, mais on va d'abord commencer avec un petit dossier sur les crypto-monnaies justement. On va parler de certains constructeurs qui se lancent sur ce marché-là. Puis après, on va parler de Oppo qui a donc annoncé la semaine dernière de nouveaux téléphones, les Oppo R17 Neo et Pro, que voilà, Quentin a pu voir durant un event à Milan. Et après, on va enchaîner en parlant également de l'actualité Android. Et on va finir avec la marque Red, qui est connue pour ses caméras, mais qui a sorti il n'y a pas longtemps un smartphone. Donc voilà. Très bien. Bienvenue aussi, j'en profite parce qu'ils sont là. Dashad qui nous dit hello la team Andromag. Donc salut à toi Dashad, merci de nous rejoindre. Et Didier Méance qui commence déjà par dire qu'ils ont piraté le live de notre ami qu'on aime beaucoup, Pepe Garcia, pour faire de la pub pour Andromag.
Merci en tout cas pour ceux qui font un peu de pub pour nous, pour aider Watch à grandir. On compte sur vous les amis pour relayer un max possible l'existence de cette petite chaîne un peu atypique et qui mérite beaucoup plus d'exposition. Et je dis pas ça parce que je présente l'émission et je vous propose qu'on attaque tout de suite après ça. Bon, déjà, je suis content parce que je me suis pas trompé sur le premier coup. Didier est bien sur Orange, donc voilà, oui. Ça c'est une bonne chose. Et une dernière petite chose, vous le savez, les bons plans, ils arrivent. Le Black Friday fait son entrée après un single day, donc qui était la version, on va dire, Black Friday chez les Asiatiques, oui, et qui a fait un carton monumental. Qui est une fête un peu chinoise, on va dire, pour les célibataires en fait. Oui, en fait, ils se sont dit pourquoi la Saint-Valentin et pourquoi pas se faire plaisir en tant que célibataire. Donc je ne le suis pas, mais je trouve que c'est très bien. J'en ai profité quand même. Voilà, il y avait des prix super intéressants. On a profité. Se faire un petit plaisir coupable, c'est ça. Exactement. Et pour vous donner une idée, il y a eu en 24 heures 30 milliards d'achats sur la plateforme AliExpress de mémoire. 30 milliards. Ouais, c'est faramineux. Enfin, c'est complètement dingue ces chiffres. 30 millions peut-être. 30 millions parce que 30 milliards, ça me paraissait. Voilà, j'ai voulu lancer une petite news comme ça sans trop la préparer. Je sais pas si. Milliards. Ouais, c'est combien ces milliards chez Alibaba. Exactement, c'est chez Alibaba. Tu fais bien de me corriger. AliExpress appartient à Alibaba, mais voilà, chez Alibaba. 2018, pardon, 30 milliards. Non, 25 milliards voilà. C'était l'an dernier et 30 milliards cette année. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Oui, donc en même temps, le Black Friday arrive, il y a moyen de se faire plaisir. Donc on va essayer de vous guider sur ce qu'on a ici et sur les news. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite, les amis, et on va parler un petit peu d'innovation. Alors, qui n'en est pas vraiment, mais vous allez voir, ça commence à arriver d'une autre forme. Et là, je compte sur toi, Emmanuel. Donc, on a des timings précis, les amis. On a environ un peu moins de 15 minutes là, parce que j'ai un peu bouffé du temps. Je suis désolé. Manu, dis-nous tout. Alors, nous, ici, on est très amateurs, on va dire. On regarde ça un peu de loin. La crypto-monnaie. J'ai vu récemment que Bitcoin a fêté ses 10 ans. Elle est arrivée en 2008. On va dire peut-être au grand public, c'est ça? Ouais, on est sur les 10 ans. Voilà, exactement. Du coup, je voulais faire un rapide focus avec toi parce qu'il y a eu un moment où on n'entendait parler que de ça. On a même vu les journaux généralistes, ce qu'on peut voir à la télé, hein, sur le petit écran. Beaucoup de monde se sont emballés sur le Bitcoin. Il y a eu une espèce de ferveur. On a vu des prix de cartes graphiques qui ont explosé parce que donc il y a tout un système de ce qu'on appelle le minage pour rester voilà dans un vocabulaire qui s'écoute. Le minage pour essayer de choper cette monnaie virtuelle. Donc il y a eu beaucoup d'effervescence et il y a eu beaucoup de gros articles là-dessus. Est-ce que tu peux juste nous faire un focus sur donc aujourd'hui où est-ce que ça en est, parce que en tant que vraiment en tant qu'observateur de loin, hein, on a l'impression que c'est un peu retombé. Et également, on va parler donc de smartphones, puisqu'il semblerait qu'il y ait deux constructeurs, HTC et Sirin ou Sirine. J'aurais envie de dire Sirine pour pas me tromper, ou en tout cas pas prendre de risques, comme un certain qui disait Kirin au lieu de Kirin. Je voudrais bien que tu nous dises après, selon toi, l'intérêt que les smartphones peuvent apporter à la crypto-monnaie. Alors déjà, on va refonder quelques bases qu'on a à chaque fois qu'on va faire de la vulgarisation de crypto-monnaie dans les premières phrases, et les médias n'abordent pas assez ça. C'est-à-dire que qu'un bitcoin coûte, là on est à 4 400 €, et bien qu'il ait touché quasiment les 20 000 € en fin 2017, qu'un bitcoin coûte 4 000 €, 20 000 € ou 50 000 un jour, ce que je lui souhaite, rien ne t'empêche d'aller en acheter pour 20 €. C'est comme quand tu vas au marché, quel que soit le prix du kilo de la viande, rien ne t'empêche d'en acheter 100 grammes. Premier point. Deuxième point, il est assez simple aujourd'hui d'aller acheter de la crypto-monnaie, que ce soit par l'intermédiaire de sites web spécialisés ou que ce soit par l'intermédiaire de petites cartes bleues comme ça sur laquelle je fais quelques reviews avec des applications un petit peu dédiées, d'aller acheter pour 20 €, 30 € ou beaucoup plus, hein, si tu as envie d'y consacrer beaucoup d'argent. Et de même, il est assez simple de prendre ta crypto-monnaie, que ce soit du Bitcoin, et de la reconvertir en euros vers ton compte en banque. C'est aussi simple que de payer ton loyer à ton propriétaire quand tu lui fais un virement en fin de mois. Troisième aspect, le Bitcoin n'est que la partie émergée de l'iceberg, et en fait, il existe des dizaines et des dizaines, mais plutôt des centaines et plutôt même des milliers de crypto-monnaies, puisque chaque crypto-monnaie, moi j'aime pas le terme monnaie et j'aime plutôt le mot projet, et il faudrait vulgariser la chose en disant crypto-projet, puisque l'application bancaire qui va être je prends de la valeur en euros, en dollars, en ce que tu veux, et je l'envoie de Mathieu à Quentin,
C'est une toute petite application de la crypto-monnaie, mais vraiment ridicule. Demain, les banques vont enfin avoir des virements instantanés et vous trouvez ça normal qu'en 2018, un smartphone à 50 € fasse presque de la 4K à l'autre bout du monde et lance un live YouTube, alors qu'un virement bancaire marche pas le samedi, pas le dimanche et quasiment pas le lundi. Il y a un petit peu un décalage technologique. Les gens qui utilisent déjà des cartes bleues spéciales, un petit peu comme Revolut, je sais qu'ils me comprennent. Une fois qu'on a goûté au virement instantané, ou en tout cas qui met que quelques minutes, on a du mal vraiment à revenir en arrière. Il n'empêche que l'application financière de la crypto, c'est ridicule. La crypto, tu vas l'avoir surtout pour tout ce qui est besoin de certification, besoin de chaîne d'approvisionnement, besoin de vérifier que toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as comme diplôme? Qui c'est qui l'a écrit dedans? Est-ce que tu as juste pris ta page LinkedIn et tu nous as mis que tu avais 3 doctorats? Peut-être pour certifier la chaîne alimentaire, pour vérifier qu'on n'a pas du cheval dans les lasagnes Findus. Peut-être pour faire du stockage décentralisé et pour stocker les choses un petit peu partout. Allez voir la série Silicon Valley qui illustre bien ça et qui aborde la crypto-monnaie dans la saison 4. Puis de toute façon, allez voir cette série parce qu'elle est géniale tout simplement. Donc la crypto-monnaie, voilà. Ce qui est important dans la crypto-monnaie, c'est pas le Bitcoin, c'est le mot blockchain. La blockchain, vous allez en bouffer à tous les râteliers. La blockchain va mettre une claque, un peu comme Internet il y a 20 ans a mis une claque à tout l'existant. Vous avez les boîtes qui vont se mettre à la blockchain et les grosses boîtes qui ne s'y mettront pas, qui se feront disrupter par une start-up avec 5 mecs en caleçon qui sortent d'une école de dev et qui limite ont appris sur le tard et qui vont faire un truc plus efficient, plus rapide et beaucoup moins cher et beaucoup plus robuste et beaucoup plus décentralisé que la grosse boîte qui a pignon sur rue depuis 10 ans et qui se laisse couler. Et on en connaît d'autres qui se sont laissés couler. On embrasse BlackBerry, Nokia, l'ancien Nokia, avec choses comme ça, Kodak qui a dit les appareils photo numériques, ça marchera pas, c'est un truc bidon. Donc il y a beaucoup de boîtes comme ça qui vont se prendre une claque astronomique. Et donc pourquoi le Bitcoin ne décolle pas? Parce que les gens pensent que la crypto-monnaie va décoller quand le cours du Bitcoin va décoller. Alors que le cours est une conséquence et n'est pas la cause. Surtout qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a plusieurs crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin, mais il y a l'Ethereum, il y en a plein. Il y en a plein. Tu vas avoir l'Ethereum, tu vas vraiment en avoir même un le peu comme Doge, des équipes. C'est des équipes de sport. En fait, chaque crypto-monnaie, c'est une équipe, c'est un projet marketing, ou c'est même des fois pas du tout de projet, même des fois quand tu sors un produit technologique ou quand tu sors un site web, tu sais que derrière c'est bidon, tu sais que les mecs vendent du vent et t'es étonné, mais ça marche et ça se vend. On a vu des États même monter leur propre monnaie. Monter leur propre crypto-monnaie. T'as le Venezuela avec le pétro, si je me trompe pas, qui ne décolle pas trop. Aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui manque pour que la crypto-monnaie décolle, même si on est en passe de voir vraiment ce starting arriver? C'est une clarté politique, une clarté juridique, ça va un petit peu ensemble, une création de projets et sociétés qui soient simples et qui soient validés par le monde politique dans ton pays en France ou en Europe ou dans le monde, mais en tout cas par les grands États, avec une vraie clarté juridique, et puis que des grandes entreprises deviennent des porte-étendards de cette technologie. Et ça pourrait commencer il y a un projet qui s'appelle BACT, c'est impossible à prononcer, c'est affreux comme nom, je sais même pas ce que ça veut dire comme acronyme, mais ça pourrait commencer dès décembre 2018, là dans un mois. Et donc en fait, ce n'est pas parce que le Bitcoin s'est pris une double claque, tu vois, cette semaine, qu'il ne peut ne pas réexploser là dès le mois de décembre 2018. Et en tout cas, moi je m'en fais pas pour l'année 2019. Encore une fois, je suis pas devin, je suis pas conseiller financier, je vous demande pas de vider votre livret A dans la crypto-monnaie, vous faites pas n'importe quoi dessus. Et si vous y misez des sous, vous mettez ce qu'on appelle un stop loss. C'est technique, ça fait peur comme ça. Ça veut juste dire que si tu achètes un truc à 1000 €, tu te dis que s'il passe à 900, ça serait bien qu'il se vende tout seul, même si tu es en train de dormir. Concrètement. Justement, là, du coup, oui, tu parlais de la crypto-monnaie, mais durant ton discours, à un moment, tu as parlé du blockchain. C'est sur cette technologie-là que reposent donc la plupart des crypto-monnaies. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que le blockchain, sans rentrer trop dans les détails pour pas qu'on perde nos... Ouais. Si je prends une photo là avec mon smartphone Android, la photo là, elle remonte dans Google parce que c'est cool. Il fait que ce smartphone, je le balance par la fenêtre et je roule dessus. Je vais me chercher le Oppo que tu as sur la table, je mets mon compte Gmail et je récupère ma photo parce qu'elle est dans le cloud de Google. Et puis je me dis, avec Google, c'est bon, ils savent gérer la sauvegarde. Si je vais dans un data center de Google et que j'y fous le feu, tu vas me dire, c'est pas grave, il en a un deuxième. Je vais dans le deuxième, je fous le feu, c'est pas grave, il en a un troisième. Si je commence à aller ruiner 10, 15, 20 data centers de Google,
ça fait quand même du boulot, hein, tu vois. Mais allez, il y a vraiment la tectonique des plaques, il y a toutes les fibres qui ont pété en mode sous-marin. T'as les mecs qui commencent à aller piquer le cuivre dans l'océan et compagnie. Il y a l'apocalypse Internet, quoi. Il y a l'apocalypse Internet. Tu vas commencer à pouvoir vraiment couper des données. Ou alors, tu as surtout un pays qui va se dire, avec la fameuse neutralité du net, dire ça, moi, dans mon pays, j'en veux pas. Ou en tout cas, je le filtre, ou je le ralentis, ou je l'interdis, ce que tu peux voir en Chine sur certains sites web. La blockchain, ça va permettre de décentraliser la donnée, de la découper en quelque sorte en plein de petits morceaux toutes les X minutes. Donc, suivant la crypto-monnaie, ça va être en quelques secondes à quelques minutes. Et ça va stocker sous forme de petits blocs où chacun des blocs connaît le bloc précédent. Et donc, ils se tiennent tous par la main, tu vois. Ouais, ma donnée précédente, elle est là. Ma donnée d'après, elle est là. Tu vois, ils se tiennent tous comme ça. Donc, c'est comme si tu avais une base de données avec plein de petits cubes qui, toutes les minutes, on va chercher un nouveau petit cube et on l'ajoute dessus, un peu comme le Snake, tu vois, de Nokia, qui ramasse avec la queue qui devient de plus en plus grande. Et cette blockchain-là, elle va être stockée dans tous les utilisateurs. Pour simplifier, alors utilisateur au sens large, donc ça peut être quelqu'un qui va faire du minage dont tu parlais tout à l'heure, on va pas expliquer ce que c'est ce soir parce qu'on n'aurait pas le temps, mais un petit peu dans tous les pays, un petit peu dans tous les continents, et qui peut être le simple ordinateur de Tati Suzanne à la campagne. Et c'est ça qui fait la force de cette technologie, c'est du coup comme c'est décentralisé et que tout le monde en fait a stocké les données précédentes. La blockchain en entier. Oui, la blockchain, voilà. Du coup c'est difficile de falsifier en fait les blockchains puisqu'il faudrait falsifier en fait toutes les actions précédentes et tous les blockchains des utilisateurs. Tous les ordinateurs de toutes les mamies Suzanne en même temps sur toute la Terre, en grosso modo pour le Bitcoin en 10 minutes. Voilà. En gros, courage. Ce qui est pour ça qui est la force de cette technologie. J'ai juste une toute petite question et après j'aimerais bien qu'on aborde les deux téléphones, voir les infos qu'on a puisque c'est un peu flou pour l'instant et tu m'as dit en off que déjà c'était, même pour toi c'était un peu flou. Alors, tu nous parlais à un moment pour l'explosion des crypto-monnaies, il faudrait qu'il y ait un cadre, que ça soit un peu plus régulé au niveau État. Ce qui a fait l'essor de la crypto-monnaie et de la blockchain, c'était ce côté un peu rebelle, ce côté un peu intraçable. Il y a pas un paradoxe entre l'idée de base et ce qui pourrait faire propulser cette monnaie. Essaie d'être le plus court possible pour qu'on parle juste des smartphones. Alors encore une fois, voilà, si tu prends le financier de tout à l'heure, on est à 0,1% de l'utilisation par rapport à la crypto. Et si tu prends le financier intraçable, c'est-à-dire je ne sais pas où va mon argent d'un point A à un point B, là on tombe dans le 0,01%. Donc vraiment le truc, la crypto, moi je t'envoie 1000 quelque chose à Mathieu et on ne sait pas que tu es Mathieu. Tu as créé l'adresse comme ça à la volée, tu es passé un petit peu comme quand tu vas sur le dark web par 50 nœuds différents, on n'a pas pu tracer la transaction. On est encore sur des cryptos, voilà, sur d'autres cryptos, et contrairement à ce que annonçaient les JT, le Bitcoin n'est pas du tout anonyme, mais est pseudonyme. C'est-à-dire que toi, Mathieu, tu poses ton IBAN RIB sur la table, tu n'as pas mis ton nom prénom sur le papier, mais à partir du moment où je sais que ce RIB appartient à Mathieu, bah, toute la vie de tout ce qui va passer sur ce RIB, je saurai que c'est le RIB de Mathieu. Donc, il suffit que je t'attrape dans 3 ans et je pourrai remonter toutes les transactions que tu auras faites dessus. Et ça pourra faire mal à 3, 4, 5 ans en remontant un petit peu dans le temps. Donc, en tout cas, si tu veux faire des trucs franchement dégueulasses, tu n'utilises pas le Bitcoin. Et d'ailleurs, ça se voit sur le Darknet. C'est plus vraiment le Bitcoin qui est utilisé, mais on parle plutôt des cryptos qui s'appellent par exemple Monero. Donc, les smartphones qui arrivent là, donc HTC Exodus et le Kirin Finei, on va pas parler des spécifications techniques. Ils sont très axés sur la crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu vois, toi, en fait? C'est quoi l'intérêt d'un smartphone axé sur la crypto-monnaie? Alors, en fait, quand tu fais de la crypto et que tu commences à dépasser les sommes de rigolo, tu les sécurises avec ce qu'on appelle comme ça des cold wallets. Donc là, j'ai les 4 plus gros modèles du marché. Il y en a un 5e qui va arriver chez Arcos. À noter que donc Arcos, qui fabrique des téléphones, des baladeurs, des trottinettes, ils cherchent. C'est lancé dans la crypto-monnaie, donc a fait ce petit produit-là qui coûte 49 €. Le cold wallet qu'on pourrait traduire par le portefeuille froid, on va dire. Voilà, le stockage à froid. Alors, c'est pas du stockage. Le terme stockage est aussi trompeur que le mot monnaie l'est dans crypto-monnaie. C'est-à-dire que ta crypto n'est pas là-dedans. Ça, je le prends, je le fracasse, je roule dessus, je fous le feu. Ce qui est important, c'est ton mot de passe, qui est 24 mots. C'est la clé privée que tu as pour accéder à ta crypto-monnaie. Voilà, c'est la clé privée. C'est-à-dire que je vais au magasin, j'en rachète une, je remets le mot de passe, je récupère mes fonds, mais je récupère l'accès à mes fonds. De même que quand tu achètes ton nouveau téléphone, tu mets ton mot de passe Google, tu récupères un petit peu tes datas qui sont dedans. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? À chaque fois que tu vas faire une transact dans un sens ou dans l'autre,
enfin plutôt j'envoie de l'argent, parce qu'en recevoir t'es toujours ok, hein, c'est bizarre, mais en tout cas quand tu envoies de l'argent, tu vas avoir tout simplement un petit bouton pour faire t'es d'accord, et l'argent il va bien à telle adresse. Alors c'est pas un IBAN, hein, mais c'est un truc dégueulasse avec des lettres et des chiffres, ce qu'on appelle un wallet en crypto-monnaie, mais grosso modo c'est un IBAN avec une suite de chiffres et de lettres. Et donc tu as différents modèles avec différents écrans, et donc là tu vois j'en ai même un avec un petit écran format carte bleue, et tu as un petit écran en encre dessus. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais et on voit que tu es crypto-millionnaire, c'est ça? Hein, ouais, enfin ça charge. On voit qu'on en est là, quoi. Tu vois. Et ça peut charger. Et donc des produits comme ça vaut voilà entre 100 et 200 euros suivant le modèle. Et ce qu'on voit, c'est une convergence. Les smartphones, les deux que tu as cités, qui vont vers ces produits-là, et on voit ces produits-là qui vont vers le smartphone. Et si vous allez voir ma vidéo du Safety Touch de Arcos qui sortira qu'au CES, ça a une tête de smartphone, 4 pouces, tu as un capteur d'empreinte digitale, tu as un capteur photo pour prendre tes papiers d'identité pour aller acheter de la crypto, et tu vas arriver sur des produits tout en un pour des gens qui n'ont pas envie d'avoir ces deux produits-là, le cold wallet et le smartphone. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on est resté en surface sur ces smartphones-là qui sont pas vraiment encore arrivés sur le marché, et je pense que j'ai peut-être un peu négligé ta présentation, donc vous pouvez retrouver sa chaîne Langue de Geek, et il a son site qui est dans le bandeau magnifique que Benji a préparé, languedegeek.fr. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet de la crypto-monnaie, qui est un produit qui a 10 ans, mais qui a encore tout à démontrer, à montrer auprès du grand public, on va dire. Mais en tout cas, on est quand même sur de l'innovation pure. Donc, je pense qu'on était dans la thématique de l'innovation. Ouais, surtout qu'il y a deux choses différentes. Tu as la crypto-monnaie et le blockchain, qui est la technologie qui est utilisée justement. Exactement. On parle de crypto-monnaie. Allez, on va avancer. On va parler des smartphones que tu as donc pu récupérer, Jason. Oui. On remercie Oppo pour leur rapidité. Exactement, parce que je pense qu'on fait partie des rares à avoir le téléphone. Il y a eu d'autres chaînes. Oui, il y a eu d'autres chaînes, mais on était dans les premiers en tout cas. On est bien placé. Et si tu veux bien, je vais d'abord laisser la parole à Quentin qui a pu voir la présentation, si je dis pas de bêtises, à Milan, c'est ça? C'est ça. Comment ça s'est passé? Ils nous ont envoyé à Milan avec beaucoup de journalistes. C'était un événement européen, donc il y avait des Allemands, des Anglais, etc. Et donc c'était une présentation très sympa pour présenter du coup le RX17 Pro et le RX17 Neo. Donc deux smartphones qui sont entrée et milieu de gamme globalement. Celui-ci, on va dire que c'est un milieu de gamme premium, un petit peu comme peut l'être le OnePlus 6T. C'était une présentation sympa. Après, vraiment, on connaît les présentations classiques comme ça, même si on a le téléphone à la fin, on peut le manipuler, etc. C'est en général une présentation pas folle, mais en tout cas le produit en tout cas est assez alléchant. On retrouve le côté vachement jeune. On sait en tout cas la cible que veut viser Oppo avec ces deux smartphones. Donc c'était plutôt cool à voir. D'accord, donc c'est les jeunes en fait. Ok. C'est ça, c'est beaucoup plus ciblé sur les jeunes, surtout avec un design avec un design comme celui-ci, avec un beau dégradé de couleurs. Et bah ça c'est, enfin clairement mon père il va pas prendre ça, hein. Il va avoir un truc tout noir classique comme celui-ci. Donc voilà, on va plutôt viser les jeunes avec un téléphone comme celui-ci. Tu sais quoi, j'adore. Hein. Moi, le dégradé Instagram, j'assume. Et bah moi aussi j'adore. J'assume, mais je serais prêt à l'avoir sans aucun problème. Après, faut choisir son dégradé. Ah voilà, c'est ça. Toi, t'as le purple du OnePlus. À côté du 6T, il n'y a pas photo. Hein, je serais prêt à vraiment y aller à fond sur le Oppo. Bon bah écoute, très bien. Bah écoute, Jason va pouvoir te dire ce qu'il en a pensé parce qu'il a passé un petit moment. Combien de temps avec à peu près? 4 jours. 4 jours. Ok, bon, ça permet de donner déjà un premier retour. Oui, voilà. Et en plus, j'ai pu le prendre en main durant la petite présentation presse. Donc c'est le RX17 Pro. Hein. Voilà, il y a le 17 Pro. Je vais faire peut-être la démo ici. Je vais faire le mannequin de main et tu vas prendre. Attends, justement. T'as aussi le Neo parce que comme a dit Quentin, il y a eu deux téléphones qui ont été annoncés. Donc là, c'est à peu près les mêmes choses. Quand vous regardez la face avant, les deux téléphones sont pratiquement identiques. C'est juste à l'arrière, on différencie les téléphones. Donc du coup, je vais commencer par le RX17 Pro, qui est donc le haut de gamme dans cette gamme de RX. Qui est exactement celui que je suis pas en train d'enlever la coque de protection. Donc hop, j'y retourne. Hein. C'est celui que Quentin a montré. Donc du coup, c'est le téléphone haut de gamme de chez Oppo, en dessous de la gamme Fen X. Donc du coup, ce téléphone-là a un écran AMOLED de 6,4 pouces, si je me trompe pas. Quentin, tu pourras me le confirmer. C'est ça. C'est ça, voilà. Exactement. En Full HD.
Et c'est un écran AMOLED. Au niveau du processeur, c'est le Snapdragon 610, le tout nouveau 710, avec 6 Go de mémoire vive. Et pour la mémoire interne, Mathieu, est-ce que tu peux me le dire? La mémoire interne, donc, monsieur Jason, on est sur du 128 Go. 128 Go, non extensible, attention, mais il est double SIM, le téléphone. Et au niveau de la batterie, il y a 2 batteries de 1850 mAh, ce qui permet donc de recharger le téléphone très rapidement avec la super recharge rapide de chez Oppo, le VOOC. Donc sur celui-ci, là, il y a 2 batteries? 2 batteries de 1850 mAh, ça permet en fait de recharger le téléphone rapidement sans trop de surchauffe. C'est ce qu'il disait. Et en plus, à l'arrière, donc il y a 3 modules photo, enfin il y a 2 modules photo. Yes. Et un module photo 3D. Donc, exactement. Voilà, comme Quentin montre justement sur son écran. Donc du coup voilà, c'est le haut de gamme. Et pour ce qui est de l'appareil photo, il faut savoir qu'il y a la même technologie que ce qu'on retrouve sur la gamme Note 9 et Galaxy S9 Plus. Donc ça veut dire un appareil photo avec une focale qui peut changer. Alors, 2 petites choses, Jason. On a déjà dans l'écran un petit symbole parce que tu n'en as pas parlé. Justement, j'allais venir. Est-ce que tu peux nous le faire la démo? Donc, tu vas déverrouiller ton téléphone, c'est ça, hein? Voilà, donc voilà, c'est la première fois que Oppo intègre un capteur d'empreinte digital sous l'écran. Sous l'écran, voilà. C'est le même capteur d'empreinte à peu près que ce qu'on retrouve chez OnePlus, mais je suis un peu déçu par cette technologie-là parce que je la trouve un peu plus lente. Regarde, je te fais la petite démo. Tu peux... Attends, alors la caméra, rapproche vers la caméra. Ça va être un peu difficile. Et voilà. Ah oui, ça a pris... Ça prend une bonne seconde. Ah oui, quand même. C'est pas le capteur le plus rapide, oui. Essaye, moi aussi, et ce que je faisais avant, c'est que je restais appuyé, mais en fait, l'astuce, c'est qu'il faut juste appuyer, juste tapoter, et ça déverrouille. Forcément, j'ai pas mis la bonne empreinte sur celui-là, mais par exemple, là-dessus, on tapote et ça déverrouille. Ah, ok. Je tapote. Après, il y a un petit... alors attends, faut le montrer à la caméra. Tapoter. Ça ne marche pas. Voilà. Magnifique. Bon, de ce que j'avais lu, de toute façon, les premiers lecteurs d'empreintes sous l'écran sont pas tip-top. Surtout cette technologie a 3 ans et on comprend pourquoi les 2 premières années c'était pas apparu en fait, c'est que ça prend du temps. Exactement. Même maintenant ça prend du temps quand même. Et d'ailleurs apparemment celui-ci s'en sortirait, d'après ce que j'ai vu et lu sur internet, s'en sortirait mieux que sur le Huawei Mate 20 Pro, donc à confirmer. J'ai eu aussi Non, Quentin il préfère le... Ok. Alors en fait, la différence entre le Mate 20, bon il est derrière, j'irai le choper tout à l'heure, mais la différence entre le OnePlus 6, le 6T ou le RX17 Pro de Oppo par rapport au Huawei, c'est qu'en fait l'empreinte digitale est placée bien plus bas. Donc si on regarde, elle est vachement en bas, alors que le Mate, l'empreinte digitale, elle va plus être au milieu de l'écran à ce niveau-là. Et en fait, à partir du moment où on tient le téléphone en main, donc sur le Mate 20, et ben le doigt va beaucoup plus tomber sur l'empreinte et c'est bien plus rapide. Après, que ce soit sur le Mate 20, sur le Oppo, sur le OnePlus, on a l'empreinte digitale qui est couplée avec une reconnaissance faciale. Et donc au final, on va plus se servir de la reconnaissance faciale quand on utilise le téléphone comme ça. En revanche, quand le téléphone va être posé sur un bureau, on va pas mettre la tête au-dessus du téléphone, on va utiliser l'empreinte. Et ça, c'est pratique. Voilà. Alors, oui, vas-y. Et j'ai juste terminé par rapport sur ce téléphone-là. Le prix, il est assez cher, c'est... je l'ai oublié. 600 €, voilà, 599. Ouais, 599. Donc, voilà, ce téléphone, je trouve qu'il est pas très intéressant au niveau de sa gamme de prix. Il est en concurrence directe, par exemple, avec ce qu'on retrouve chez OnePlus, qui est mieux spéqué, voilà, qui a des meilleures fiches techniques bien meilleures et aussi une surcouche bien meilleure. Parce que ColorOS, faut dire ce qu'il est, c'est un peu une interface à la iOS. Non mais c'est voilà. Et nous on n'aime pas. Non mais c'est qu'on aime. Non c'est pas qu'on n'aime pas, c'est les goûts et les couleurs comme on dit. Mais après voilà, faut être habitué. Et moi je trouve que voilà cette interface est assez spéciale et je suis vite déboussolé avec celle-là. Je préfère par exemple l'interface du OnePlus qui est vachement meilleure et plus agréable à utiliser. Et donc du coup la très bonne alternative à ce Oppo RX17 Pro, c'est le Oppo RX17 Neo, qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Alors ça c'est le mien, c'est un Motorola One, on en reparlera dans une prochaine émission. Je me suis fait avoir, qui est donc le RX17 Neo, qui lui qui a une fiche technique un peu plus allégée, donc on retrouve un Snapdragon 660 avec 4 Go de mémoire vive, mais on retrouve toujours le capteur d'empreinte digital sous l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Et à l'arrière, on trouve un capteur photo traditionnel, un double capteur photo de 25 et 2 mégapixels. Et pour ce qui est du prix, c'est 359 €.
Donc Ouais. moi je trouve qu'il est mieux, le tarif est bien meilleur et il est beaucoup plus intéressant que le Pro. Je suis pas sûr que Oppo aura envie de nous reprêter des téléphones avec le fail que t'as fait. Non mais Oppo et Motorola vont apprécier. non mais en tout cas voilà, moi je trouve que celui-là il est au niveau positionnement tarifaire il est bien meilleur que le Oppo RX17 Ce qui est Pro. triste, c'est qu'on est encore sur de Android 8.1 Oreo. Ouais. C'est un peu dommage, alors, parce qu'Android 9 est là et ça serait temps, Android Pie, donc espérons que les mises à C'est jour sûr traînent pas trop. espérons que ça traîne pas trop. Je sais pas ce qu'il en est pour Oppo, mais en tout cas voilà. Alors, Là moi- c'est vraiment une prise en main rapide qu'on a fait, donc on n'a pas trop de recul derrière. Alors après, moi, je vais redonner la main à Quentin pour qu'il nous donne son avis à lui. Je voudrais juste revenir, parce que maintenant, tu sais, nous, Watch, Andromag, on est la chaîne de l'innovation. Donc, moi, j'ai trouvé une certaine innovation autour de ce téléphone. La caméra qui s'appelle la caméra TOF en 3D et qui permet de mesurer en temps réel des scènes en 3 dimensions. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'avec ce capteur-là, la caméra TOF, ça va envoyer des éclairs lumineux sur les objets et ça va calculer le temps que ça met à revenir sur le capteur. Et donc Vivo, donc qui est aussi une marque qui appartient au même groupe que Oppo, qui est BBK, est en train de développer aussi une caméra, mais la caméra TOF, mais cette fois-ci à l'avant. Donc ça va permettre de faire notamment du mapping 3D. Donc ça va être intéressant pour le déverrouillage, pour aider à la sécurisation, un peu comme ce que fait Apple avec son Face ID. Et j'ai trouvé une vidéo, alors que malheureusement j'ai oublié de te transmettre. Vous m'excuserez, mais si vous tapez Vivo TOF caméra 3D, vous retrouverez. Et en fait, ça va nous permettre de faire un petit peu du jeu à la Kinect. En gros, ça va permettre d'anticiper des mouvements, c'est-à-dire on va pouvoir poser le téléphone et faire du jeu et on va pouvoir interagir avec nos mains et des gestes en fonction de cette caméra. Donc je trouve que il y a de l'idée qui est très intéressante. Faut voir si les développeurs s'empareront de ce type de techno. Et pour l'instant, la techno n'est pas disponible. Mais c'est une techno qui est pas. Enfin. Non, mais je veux dire sur le Oppo RX17, il n'est pas encore activé cette technologie. Ils ont le module, mais il n'est pas encore activé. Mais après, il faudrait qu'elle soit à l'avant pour pouvoir interagir avec l'écran. Mais par contre, c'est vraiment le principe, et je crois que c'est ce qu'on retrouve, ce que j'avais lu sur Kinect. Donc, ce qui devient impressionnant, c'est que on avait une Xbox 360 avec une belle Kinect qui était là, et une Xbox d'ailleurs One derrière qui arrivait avec une Kinect aussi bien balèze, avec une bonne barre quoi. Et aujourd'hui, on va retrouver bientôt l'ensemble de ces technologies de caméra 3D, de mapping et de positionnement grâce à ce retour de l'éclairage calculé par la caméra, et bien sur un téléphone pas plus grand que ça. Donc on vit une belle époque, je trouve. Voilà. Et du coup, je vais redonner la main à Quentin pour que tu nous dises un petit peu ce que toi, tu as pensé de ces téléphones. Est-ce que tu rejoins Jason sur son avis ou est-ce que tu as un avis un peu différent ? Je rejoins tout à fait Jason et j'en ai parlé d'ailleurs aux équipes d'Oppo sur place parce qu'à la suite de la présentation, tout de suite, on voit très bien la ressemblance entre un OnePlus 6T et un Oppo RX17 Pro. Enfin, clairement, ils sortent plus ou moins de la même usine, hein. En tout cas, on sent d'où vient l'inspiration. Et on leur en a parlé, et ils étaient tout à fait d'accord avec nous à dire que effectivement, le RX17 Pro, du coup, qui est celui-ci avec l'aspect néon, est beaucoup plus cher par rapport à la concurrence comme le OnePlus 6T, qui est du coup en très claire confrontation l'un avec l'autre. Et par contre, le Neo est vachement intéressant pour ce qu'il propose. Et surtout, on retrouve très peu de différence, si ce n'est le 3e capteur au dos, un écran un petit peu plus grand, etc. Mais globalement, on retrouve la même chose. Qu'est-ce que ça vaut en photo et en vidéo d'ailleurs ? Parce que je crois qu'on a quelques photos en sample pour se donner une idée. J'ai fait des petites vidéos, des petites photos, donc une photo de jour. Là, on trouve que le piqué, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc c'est le RX17 Pro là-dessus. RX17 Pro, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment pas de nuages comme ça sur ce que tu voyais ou c'est la plage dynamique qui est un petit peu... C'était comme ça le ciel. Donc la plage dynamique qui permet de voir la différence entre les basses et les hautes lumières. Et en gros, ce qu'on peut voir dans une plage dynamique, quand vous avez des nuages devant vous, vraiment, mais que vous tirez une photo et qu'il y a 0 nuage, c'est que là on sent que c'est un peu la plage dynamique est un peu faible. Et là j'ai testé aussi le mode nuit. Donc là il y a une photo avant et là il y a une photo après. Donc là la photo avant, donc oui, et c'est pour illustrer quoi exactement ? C'est justement le mode nuit, ils ont un petit mode nuit. Ils ont un petit mode nuit, voilà. D'accord. Donc du coup là contrairement à ce qu'on retrouve par exemple chez Huawei ou Honor, l'appareil photo va être utilisé que pendant 3 secondes. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça nous permet donc de prendre un cliché
sans trop bouger, Ouais. contrairement à ce qu'on pouvait avoir avec Huawei qui pouvait durer plusieurs dizaines de secondes. Là, non, et donc du coup, on gagne en luminosité, on arrive à améliorer un Donc peu. celle qu'on voit là, c'est celle qui est avec le mode nuit. Hein. Voilà, donc Là, il y on a voit bien avant. que ça récupère Voilà, les contrastes. On récupère bien. Alors si on monte juste la photo d'avant, donc qui est pas en mode nuit, c'est ça? Voilà, c'est là. Là, vous pendant voyez au niveau des fenêtres, si on regarde, c'est cramé, on voit pas de détails, c'est un même peu on voit pas trop les surexposé. plantes derrière et tout. On Et sent là- que l'appareil tire vers l'exposition ou essaye de remonter ou vers les ISO parce que ça bruite un peu. Et là, on gagne en Et détail. là, voilà. Et j'ai aussi fait avec deuxième petite scénette où cette fois-ci, c'est une photo de rue où on voit justement des lampadaires. Est-ce que Benji Ouais, si donc, peut la mettre des voilà. lampes Donc là, en- c'est la photo donc avant D'accord. et après donc la photo avec le mode nuit activé. Donc voilà, on gagne aussi Donc, en. Quentin, t'as fait quelques photos, toi, tu rejoins un peu sur ce qu'on voit ou? Ouais, du coup, on a eu un petit peu de temps à Milan pour faire des belles photos. En plus, on avait un super. Franchement, elles sont vraiment, vraiment correctes, les photos. J'en suis super content. Après, je les ai pas encore exportées Ouais, sur mon pour voir ordinateur ce que pour ça donne. voir ce que ça donne en dehors de l'écran. Mais en tout cas, à première vue, les photos sont vraiment bonnes. Par contre, en basse lumière, mode nuit ou pas, c'est pas fait pour ça, hein, clairement. Comme sur le OnePlus 6T, c'est pas fait pour ça non plus. On sent que la qualité est malgré tout dégradée. Ça va pas être un mode nuit d'un Google Pixel ou d'un Huawei Mate. Donc là-dessus, c'est pas terrible. Mais la qualité photo en pleine lumière, franchement, j'ai été super étonné. On a vraiment du détail à l'intérieur de l'image. Elle est bien contrastée, les couleurs sont bonnes. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Très Qu'est-ce bien. que ça vaut Ouais, vas-y, dis-nous, Manu, toi, ce que t'en as pensé. Moi, j'ai deux questions. C'est est-ce que le Snapdragon 710 se ressent, toi qui as deux comparaisons avec le Mate 20 et le One 6T en Snapdragon 845, est-ce que le 710 se fait sentir hors gros jeu 3D bien lourd dont honnêtement personnellement je me tamponne. Et d'autre part, est-ce que sur ce modèle-là, ils ont mis en avant marketingment parlant sur le site web, en tout cas le capteur frontal au niveau des selfies, qui est moi le côté qui pêche clairement et qui me donne envie de fracasser ce OnePlus 6 et de pas aller voir le 6T parce que je sais que ça va être exactement la même chose. Bien qu'on puisse a priori bidouiller avec l'application Google Cam en la trouvant par rapport à ton modèle. Mais voilà, qu'est-ce que vaut le Oppo? Voilà, le côté processeur et le côté selfie. Alors juste, je voudrais rectifier parce que je suis pas sûr. Quand tu parlais du Mate 20 Pro, alors il n'y a pas le Snapdragon 845. Attention, hein, il est sur un Kirin. Hein. Oui, il est sur Kirin 9. Voilà. 980. Bon, enfin, en gros, les perfs, qu'est-ce que ça vaut? Sur les gros modèles. Voilà, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux gros modèles? Est-ce qu'il y a une différence ou pas notable? Qui veut y aller? Moi, je veux bien parler pour la photo, les selfies. J'ai pu faire un petit test chez Oppo. Ils ont un espèce, en tout cas sur la version Pro, ils ont un espèce de mode HDR qui va permettre de rehausser les couleurs et aussi d'améliorer l'image en contre-jour. J'ai fait même un test et je me suis pris en selfie en contre-jour. Et d'habitude, on va dire que je suis un peu cramé, on ne voit pas ma tête. Et là, on voyait ma tête. Donc de ce côté-là, Oppo a plutôt bien implémenté leur partie logicielle, le traitement logiciel pour les selfies. C'est plutôt pas mal. Okay, parce que pour l'instant, je t'avoue, on n'a pas d'image d'illustration, on ne voit pas ta tête. Heureusement que Quentin. Heureusement que Quentin est là, voilà. Donc Quentin, dis-nous tout. Alors ce selfie, est-ce que c'est un téléphone pour se trouver très beau et se prendre en photo souvent? La qualité est quand même un peu lissée, je trouve. Mais alors j'aime dire à chaque fois, ça se voit surtout au niveau des cheveux, je sais pas si on va beaucoup le voir, mais en gros les smartphones chinois aiment bien rajouter beaucoup de netteté de base à la photo. Moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais maintenant c'est moins flagrant que ça pouvait l'être sur des smartphones chinois il y a quelques années. Xiaomi fait encore ça, pas mal. Et est-ce qu'il y a un mode beauté qui est activé par défaut ou pas? Juste pour savoir. Il n'y a pas de mode beauté. Alors, je vais faire ça maintenant tout de suite. Parce que j'ai pas trop testé le mode beauté. Alors, pendant que vous faites le test, j'ai quand même oublié nos amis sur Twitter. Alors, il y a Android Windows qui est toujours, tu le connais à chaque fois qu'on discute avec lui. Il est très très fan de parler de Dual 4G. Dual Surf 4G, est-ce que tu as pu tester ou pas le carrière agrégation? Non, donc voilà, tout ce qui est autour de la double SIM. Non, tu n'as pas pu tester malheureusement. Il faudrait que vraiment Android Windows un jour tu penses à nous payer un autre forfait. Comme ça, on pourra tester tous les Dual 4G que tu veux. Surtout qu'il est, voilà, et surtout qu'il faut dire, voilà, il est double SIM, mais il est pas, on peut pas étendre la mémoire. Hein, donc n'hésite pas, hein, on est preneur hein, pour un, voilà. Ensuite, Didier qui dit qui a raison de dire que Xiaomi, Oppo, OnePlus, Huawei, Honor,
l'avenir du smartphone sera chinois. Je pense qu'on peut dire que même le présent, parce qu'il suffit de voir cette année le nombre de smartphones chinois qui ont inondé le marché. C'est quand tu vois que Huawei a réussi à être numéro 2 cette année, dépasser Apple. Il propose des modèles magnifiques et au rapport qualité-prix excellent. C'est vrai qu'on peut rien dire. Oh, le spoiler Andromag avec le Motorola One, oui, ça sera pour une prochaine émission. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La Chine, l'usine du monde pour Apple aussi, Foxconn, bon ben c'est vrai. Didier Méance qui plaide coupable et qui nous fait une photo de sa Kinect et qui dit voilà, j'ai une Kinect, je le dis. Et Daniel qui est d'accord avec toi, Jason, la différence se fait vraiment sur les surcouches. Voilà, en fait ce qui est bien, c'est que mine de rien, on a pour tous les goûts. Parce que OnePlus c'est vraiment du pur Android et c'est vrai que pour les gens qui découvrent ou qui sont pas très intéressés par les smartphones, c'est vrai que ce genre de surcouche est quand même intéressante parce que c'est très iOS. T'as toutes les applications qui sont sur l'écran d'accueil, t'as pas de tiroir d'applications dessus. Donc effectivement, nous on est un petit peu moins sensible avec une émission Android. Vous vous doutez que nous on aime on a nos petites habitudes, on va dire. On aime tout ce qui est pur et stock, quoi. Voilà, vous l'aurez compris. Et écoutez les amis, donc je sais pas si Manu ça t'a convaincu cette petite présentation rapide. Écoute, je penche encore pour le Mate 20 Pro malgré son prix, mais alors toi t'as le P20 Pro qui est un peu l'équivalent. Non, j'ai un 6, j'ai un OnePlus 6. Ouais, mais par rapport à Jason qui a pu tester le Oppo et il a un P20 Pro dans sa vie de tous les jours. Après, faut dire le Mate 20 Pro et le Oppo, les Oppo ils sont pas du tout au même prix. Là, ça serait plus un Oppo Find X en termes d'équivalent. Oui, mais lui, il va payer tout ça en crypto-monnaie, lui. Mais voilà, après, c'est la gamme de prix. Enfin, c'est le prix que t'es prêt à mettre. Je suis très occasion sur les forums qui vont bien, typiquement hardware.fr, où t'as des mecs qui l'ont depuis, ils le gardent 3 jours, tu vois, pire que des Quentin. Et qui te revendent ça, en fait tu peux l'avoir grosso modo à 700 €. Donc 700 € pour avoir un Mate 20 Pro ou 600 € tu vois pour avoir un Oppo Pro, y a pas photo. Je sauterai sur le Mate 20 Pro. Ouais, je pense que tu seras gagnant pour la photo et la vidéo. Je pense que ça sera beaucoup plus plaisant si tu prends le Mate 20 Pro. Quentin, tu confirmes parce que Quentin il a juste le Mate 20 Pro, si on a oublié de lui demander. C'est vrai. Moi je confirme tout à fait, le Mate 20 Pro il est incroyable, clairement. Cette année j'hésitais énormément entre le Pixel 3 XL et le Mate 20 Pro, mais c'est vrai qu'ils ont fait un travail énorme cette année. Je vois vraiment la différence entre le Mate 10 de l'an dernier et le Mate 20 de cette année, ils ont fait un pas de géant. On est en train de perdre la connexion. C'est vrai que là, Quentin est passé en mono et en pixel. Il faut que tu agrèges ta 4G, Quentin. Exactement. Bon, les amis, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de l'émission. On va parler de news cette fois-ci. Donc, on se fait une petite brève et on revient tout de suite. Donc c'était une brève interruption que je voulais dire. J'ai dit une petite brève comme ça rapide, mais bon. Ce qui est bien, c'est que Benji il arrive à comprendre nos bugs. Quand on bug comme ça, tac, il appuie sur les boutons. On voit que c'est le patron, tu vois, il arrive. Voilà, c'est le métier, c'est le taulier, quoi. C'est le taulier de la maison. Donc on va parler un petit peu de news, les enfants, et on va rester sur la technique. Alors j'espère que ceux qui sont là avec nous, ils aiment ça, ils aiment bouffer de la puce, parce que là, on va en parler rapidement. Samsung dévoile son nouveau SoC, l'Exynos 9820. Alors, on le rappelle, le SoC, c'est la puce qui permet, entre guillemets, de faire fonctionner le téléphone. On parle souvent, on confond le SoC avec le processeur. SoC, ça englobe tout ça. Ça englobe plein de choses. Le Exactement. La partie graphique aussi, le GPU. Exactement. Donc, Samsung, le 14 novembre, a levé le voile, d'ailleurs, sur le successeur de ce qu'on a eu sur le Galaxy S9, qui était le SoC, le 9810. On va passer au 9820. Donc, on sait que ce sera forcément l'une des puces qui sera sur le prochain Samsung Galaxy S10 ou X. On ne sait pas trop encore pour l'instant quel terme ils ont choisi. Et donc, on va rentrer un peu dans le dur de cette puce. On va la décortiquer. En gros, à l'intérieur, il y a deux puces, deux processeurs qui sont customisés, donc personnalisés par Samsung, dont on a pour l'instant très peu d'informations. Je ne sais pas si mes amis, vous avez entendu des infos là-dessus sur ces deux processeurs personnalisés, non? Bon, pour l'instant, non mais au cas où il y a une news qui est tombée en dernière minute que je n'ai pas vu passer, mais en gros voilà. Donc ces puces-là, on a très peu. On sait que c'est les puces les plus puissantes à l'intérieur, qui vont gérer toutes les applications gourmandes, parce que derrière on a deux Cortex, deux Cortex A75 qui sont des puces
on va dire moyenne pour la puissance moyenne, voilà exactement. Et on a donc 4 Cortex A55 qui sont 4 puces pour tout ce qui est basse consommation, les SMS, les appels, etc., etc. Donc on a connu, on en a déjà parlé. Du coup, tu as dit 2 puces moyennes pour les performances moyennes et 4 puces pour les performances basses. Et, 4 puces pour les performances basses, 2 puces pour les moyennes et encore 2 puces pour les processeurs plus puissants. Pour les tâches les plus grandes. Exactement. Donc en gros, on a déjà parlé dans cette émission de ce qu'on appelait architecture Big Little. Voilà. Et là, il y a un nouveau terme qui est en train d'apparaître à l'intérieur. Donc Big Little, donc gros et petit. Donc 4 gros et c'était 4 petits, hein, c'était du 8 cœurs. Et là, on est sur du 8 cœurs, mais on est plutôt sur une architecture Big, Middle, donc pour ceux qui connaissent pas l'anglais, j'en doute, mais Middle c'est moyen, et Little, donc on est sur du gros, moyen et du petit, au niveau de, on va dire, la présentation globale de ce SoC, qui comporte aussi également le modem pour la communication, et la partie graphique. La partie graphique, elle est accompagnée d'une puce qui est le Mali G60. J'ai un trou de mémoire parce que j'ai fait une faute de frappe. Et du coup, G760 ouais, c'est le G765. Si je dis pas de bêtises, à confirmer parce que j'ai un petit doute. Ouais, je suis en train de dire une grosse bêtise, mais je vais rectifier. Mais tout simplement, cette puce graphique, on la connaît déjà puisqu'elle est arrivée sur le nouveau Huawei Mate 20 Pro. Donc, le G76. Voilà, c'est le 76. Je savais que j'avais un chiffre en trop, mais je savais plus si c'était le 6 ou le 5. J'avais un gros doute. Merci Manu, bien rattrapé. Tu seras réinvité, bien entendu, pour cet acte héroïque. Et je viendrai sur place. Bah, très bien. Voilà, donc tu auras une place réservée. Donc pour cet acte héroïque, je te remercie. Je savais que j'avais un chiffre en trop. Et en gros, donc c'est les performances graphiques du Huawei Mate 20 Pro. Donc voilà, c'est un processeur graphique puissant qui fera tourner sans difficulté les plus gros jeux du Play Store. Alors, il y a une différence entre le processeur de Huawei, le SoC, tu vois, je fais la faute de frappe, le SoC de Huawei et le SoC de Samsung, donc ces fameuses architectures qui comportent des processeurs, j'essaie d'être très clair, c'est que l'un est gravé en 8 nanomètres, donc Samsung, et Huawei est à 7 nanomètres. Ça se joue sur un cheveu sur la soupe, mais on va dire que pour les gens qui ont du mal à me comprendre, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Ça chauffe moins en fait. Et donc du coup c'est plus économe. En gros, ce qui se passe, alors avec cette puce la 9820, elle va intégrer le LTE Advance de chez Samsung. Donc là on attaque la partie, on va dire, modem. Du coup c'est pas de la 5G. C'est de la 4G++. C'est, voilà, on va dire, puisqu'on va atteindre des débits allant jusqu'à 2 gigaoctets en mégabits par seconde. Et on va atteindre du 316 mégabits par seconde pour l'upload. Donc voilà, on peut avoir, c'est comme tu l'as dit, c'est pas encore de la 5G. Et après, il faut dire que la 5G va pas encore arriver en 2019, ce serait plus en 2020 que ça va. On va avoir les premiers modèles, mais oui. Pour le déploiement en France, on en a encore. Et ça va être expérimenté dans certaines grandes villes en 2019 en tout cas. On est aux prémices. Vous avez le temps de changer de téléphone, hein, vous inquiétez pas. Ne jetez pas votre smartphone 4G à la poubelle, ça serait une erreur. Les amis, tout va bien, on ne touche à rien. Ensuite, on a quelques indications et qui vont nous aider à avoir des indices sur le prochain Samsung Galaxy S. C'est que l'appareil, Samsung a annoncé qu'il pourrait gérer 5 caméras. Donc 5 caméras... Encore une fois, on n'est pas sur, on va pas avoir une armée de caméras derrière le dos de l'appareil. On va plutôt s'orienter sur du 3, comme ce qu'on a sur le P20 Pro, que Jason connaît bien. Donc, il y aura du grand angle, du téléobjectif, peut-être du noir et blanc. On verra ce que Samsung choisira comme philosophie. Mais en ce moment, on voit que les constructeurs vont sur du téléobjectif, donc du zoom, et du grand angle. En général, pour les caméras, en plus de la caméra standard. Et la grande mode qui est arrivée et qu'on a déjà vu avec les Google Pixel, c'est les 2 caméras à l'avant. Donc, qui va permettre de faire des modes portraits encore plus détaillés, encore meilleurs, grâce à ces 2 caméras. Et donc, voilà. Donc, Quentin dégaine le Pixel 3 XL que j'aime beaucoup comme téléphone. En plus, du coup, de ce Exynos 9820, Samsung a également dévoilé sa nouvelle interface graphique. Oui, mais je voulais juste terminer une dernière chose sur le 9820 parce qu'on est complet chez Andromag, on ne rigole pas. Autre chose très intéressante, rapidement, ce téléphone va être capable quand même d'envoyer de la 4K, donc filmer en 4K à 150 images par seconde, les amis. Ça nous promet des ralentis de malade. Et on annonce de la 8K à 30 images par seconde.
Donc ça me paraît un peu fou, un peu rapide. Et en 10 bits pour la 4K, donc on va commencer à pouvoir jouer avec la colorimétrie avec un smartphone. Exactement. Donc du coup voilà, ça c'est ce qui va être intéressant. Et en gros, en termes de perf, on nous annonce 20% de performance en plus sur la partie simple cœur, et on part sur une économie d'énergie de 40% par rapport à la puce précédente. Donc voilà. Et du coup, Jason, comme tu le disais si bien, en ce moment Samsung fait beaucoup d'annonces. Et on va parler de One UI. Tu veux nous en parler un petit peu? Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Oui, en fait, Samsung en fait a une refonte et a fait une refonte graphique de son interface. Donc du coup, les icônes sont un peu plus arrondies. La police aussi. La police aussi, et du coup, l'interface en fait s'adapte mieux à l'écran incurvé des téléphones haut de gamme de chez Samsung. Et donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal cette refonte graphique. Oui, voilà. Et l'idée c'est de se focus, d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de montrer. À une main, et l'interaction naturelle, c'est-à-dire que les boutons apparaissent un peu par magie au moment de choses que vous avez besoin, et on se focus plus sur la productivité, sur ce que vous avez besoin à l'instant T. Voilà, c'est toute une optimisation comme ça qui est intéressante, et comme tu le disais, le mode à une main et ce qu'on voit juste derrière nous, le mode sombre. Voilà, le mode sombre, le thème sombre, pour économiser justement encore plus de la batterie, puisque c'est un écran AMOLED. Lorsque l'écran est noir, les pixels sont éteints et donc ça consomme moins. Les journalistes américains ont déjà pu prendre un petit peu en main cette interface. Je trouve que ça manque de refonte au niveau visuel. Je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a déjà sur les Galaxy. Quand on voit justement la petite vidéo de démonstration, on voit que, par exemple pour la police, c'est juste l'écriture qui est un peu plus incurvée. Donc voilà, c'est pas non plus une refonte de A à Z qui va tout chambouler, mais c'est un petit peu un petit refresh de l'interface. Ça, vous êtes friand vous rapidement de Samsung, de l'interface de Samsung ou pas? Vous avez regardé un peu aussi cette One UI, ça vous plaît? Immonde. À l'époque même où j'ai eu Samsung, j'ai eu Galaxy S1, Note 1, 2, 3, etc. avant de passer chez autre chose. Mais j'ai installé systématiquement des Nova UX Launcher ou des Apex pour dégager TouchWiz. Une interface un peu plus stock dans le monde. TouchWiz, c'était pas possible. Quentin, toi, ça te parle un peu plus ou pas? Pas spécialement, ça te plaît, ce que tu vois ou pas? Ouais, non, moi je suis pas très Samsung UI, Huawei UI, j'aime pas tellement. Là, la refonte, elle me fait plaisir. Le designer au fond de moi, il fait c'est cool. Enfin, on a un petit peu de trucs plus arrondis, plus sympa. Mais ça reste du Samsung et c'est pas très beau. Très bien. Eh ben écoute, je te propose juste, Jason, tu voulais rapidement nous parler d'un mot sur des prévisions sur le fameux téléphone pliable de Samsung dont on a parlé à la dernière émission. Donc ils ont annoncé qu'ils vendraient peut-être 1 million. Voilà, c'est ça, ils tablaient sur 1 million de ventes de smartphones à écran pliable. Voilà ce qu'ils avaient annoncé. Alors les amis, en un mot, je me tourne vers vous. Manu, t'y crois ou t'y crois pas? Tu prends le pari ou pas? Moi, ils l'ont annoncé à quoi? 1500? Oui, ça va être. Il n'y a pas de prix, mais ça, on sait que ça sera entre 1500 et 1800 à peu près, d'après pronostic. Ouais, non, le million, je sais pas. Mais moi, je crois au concept, par contre, du dépliage, le truc qui rentre dans la poche qui se déplie à fond, quoi. Le million, d'accord, t'y crois pas. Quentin, t'y crois ou pas? 200 000, moi, je pense. Ok. Surtout que voilà, c'est être un téléphone assez onéreux, comme a dit Manu. Je pense pas qu'il va être démocratisé à tout le monde. 1 million, c'est beaucoup. Bon, après, on sait jamais. Il y a beaucoup de fans de la marque. Tu sais, ils t'ont pas dit à quel prix. Tu sais, tu prends la tablette de chez HP qui sort à 600 face à l'iPad 1 et puis que tu me fous à 99 € et puis t'en vends 1 million. Effectivement, oui. Non, oui, la tablette de HP, qui était, je me souviens de celle-là. Très bien. Très bon souvenir. Très bien. Les amis, on va vite accélérer parce qu'il nous reste plus qu'un sujet et je voulais en parler. Donc Didier Méance qui nous rappelle quand même que le multicapteur est déjà présent sur le Galaxy A9 de Samsung. Il a tout à fait raison, il y a déjà 3 capteurs. Ça sera pas le premier. Mais enfin bref, je voulais revenir avec vous sur un dernier téléphone qu'on n'aura pas en France, donc c'est pas la peine non plus d'en faire des caisses. Je voulais juste avoir votre retour sur le smartphone de la marque Red. Tu peux nous expliquer qui est cette marque? Je vais laisser Quentin nous en parler parce qu'il voulait nous en parler. Donc Quentin, il nous reste 5 minutes, on va dire, un peu moins. Donc essaye de faire vite et on va parler de ce bid qui est peut-être annoncé ou pas. Très bien. Alors si je suis pas trop pixelisé et si on m'entend bien, je vais parler du Red Hydrogen One. Pour l'instant, je crois que Benji adore le téléphone pliable de Samsung. Donc il me dit attends un peu avant qu'on fasse la transition. Vas-y, mais parle-nous de Red et de leur smartphone, leur premier smartphone. Alors
Red, déjà de base, c'est des caméras cinéma. Donc Hollywood va filmer avec, des grands youtubeurs américains tournent avec des Reds. Il y a même des youtubeurs français qui tournent avec des Reds. Des Avengers, on peut dire. Il y a des films Avengers. Voilà, c'est ça, exactement, qui sont tournés avec des Reds. Et donc voilà, c'est des caméras cinéma globalement donc ils font tout, ils font le hardware, ils font l'optique, ils font tout, et c'est des caméras vraiment excellentes. Et cette année, ils se sont donné le pari de sortir un smartphone qui en gros ressemble à aucun autre, comme on peut voir sur les vidéos. C'est un gros smartphone en main qui a pas d'encoche, qui a un grand écran avec des grosses bordures, donc on se détache totalement de ce qu'on peut voir avec les smartphones d'aujourd'hui qui sont à la course au smartphone le plus fin avec l'écran avec le moins de bordures. Donc voilà, là-dessus, Red arrive à se départager de la concurrence. En revanche, ils arrivent sur un marché ultra concurrentiel en disant nos particularités, c'est qu'on est Red. Donc en théorie, la caméra, voilà. Et on a un écran holographique, un écran 3D, il l'appelle aussi écran 4 view, donc 4 views, 4 prises de vue quoi. Donc c'est un écran comme on pouvait retrouver sur par exemple la Nintendo 3DS. Donc cet aspect un petit peu 3D, donc quand on tourne la tête, quand on tourne le téléphone, on va avoir quelque chose au premier plan qui va ressortir de l'écran tout simplement. Un effet de profondeur. Parce qu'il y a voilà, un effet beaucoup plus de profondeur. Mais l'écran est plat, hein, on va pas avoir de trucs qui sont par-dessus ou quoi que ce soit. C'est un écran plat, ça va juste être un effet visuel qu'ils ont fait avec plusieurs couches d'écran. Alors, apparemment, ce téléphone fait pas l'unanimité. C'est ce qu'on a un peu vu chez les youtubeurs américains, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, tout ce qui va être médias américains et là, youtubeurs le youtubeur est pas américain, celui qu'on voit en vidéo. Là. Bah, je crois qu'il est plutôt en faveur de ce téléphone, même si il y a sa vidéo de test, je pense qu'il arrivera très bientôt. Mais en tout cas, les Américains sont globalement unanimes pour dire que les promesses de Red quant à l'écran holographique n'est pas terrible, parce que du coup, ça dégrade l'écran normal, la luminosité est très très basse. Et globalement, on est sur un écran comme on pouvait avoir sur la 3DS, comme je disais. Donc c'est pas hyper probant. J'ai des gens qui disent qu'il y a certaines personnes qui ont même mentionné qu'ils avaient un peu la nausée. Et au-delà de ça, Quentin, il y a deux problèmes majeurs sur ce téléphone, c'est que les modules sont jamais arrivés pour l'instant. Enfin, c'est pas encore arrivé. Et d'ailleurs, la caméra embarquée sur ce téléphone est très bof. Et c'est même pas Red qui a fait la caméra qui est embarquée dans le téléphone. Bah voilà, c'est ça, j'allais y venir. En fait, Red, en général, sur leur caméra cinéma, c'est eux qui font tout le processus, ils font l'optique, etc. Sur leur smartphone, ils ont fait aucune optique. Je pense que ça doit être une optique Sony ou quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, du coup, l'avantage de ces petits modules qui pourront se rajouter, un petit peu comme sur les smartphones Motorola avec ces pins, on va pouvoir mettre des optiques Red par-dessus. Donc, c'est leur promesse, ça arrivera sans doute en 2019. Très bien. Sachant quand même que le téléphone de base coûte assez cher. 1500 dollars à peu près. Et on n'a pas le dernier processeur actuellement. On a le Snapdragon 835 qui est celui de l'année dernière. Voilà. Et que donc du coup, il faudrait encore remettre de l'argent pour les modules. Très bien. Eh ben écoute, on va y aller parce qu'on est très en retard. Je remercie Quentin et Manu d'être venus. Merci à vous. On espère vous retrouver très bientôt. Les programmes continuent sur Watch. On vous embrasse. Merci à vous sur Twitter. On vous dit à très bientôt et bye bye. Ciao. Ciao, bye. Oui.